Aujourd'hui, je vous accompagne pour connaître Mont-Saint-Sébastien. Peut-être avez-vous déjà visité la ville et connaissez-vous des anecdotes sur les coins où manger le meilleur pincho. Mais aujourd'hui, j'ai voulu découvrir notre histoire à travers les glaces italiennes pour mieux comprendre notre ville. Un peu d'histoire et puis une douce promenade à travers la Concha. Je suis intolérant au lactose. Quand on parle de culture basque, on a toujours envie de revenir à des milliers d'années en arrière. On parle de mythologie, notre déesse Marie, Basajaun. On parle d'une langue sans parents. Aucune n'a survécu à l'arrivée des langues indo-européennes. Nous parlons aussi d'un ancien royaume médiéval navarrais. On pourrait également parler du chemin de Saint-Jacques, qui nous traverse d'un côté à l'autre, ou de tous les navires qui partaient vers les Amériques ou vers la Pacifique. Mais en réalité, la ville que vous voyez, c'est Saint-Sébastien, c'est une ville assez moderne, une ville du 19e siècle. Au début du 19e, l'Espagne est en pleine guerre d'indépendance avec la France. Nous avons le pays occupé par les troupes napoléoniennes en plein milieu ici, à 2 pas de la frontière, entre les 2 États pour la victoire de Saint-Sébastien. Ici auront lieu les dernières batailles de cette guerre. Nous avons notre bataille les Français retranchés dans la ville et les troupes espagnoles en train de les expulser. Dans cette bataille, ils brûlent la ville. Seule cette maison reste debout. Et bien sûr, San Vicente, Santa Maria et San Telmo. Le reste sera reconstruit petit à petit après la guerre. La population de la ville est majoritairement féminine, à part du maire. Nous avons ici une sculpture de Dora Salazar, en souvenir de toutes ces femmes qui ont travaillé pour avoir un nouveau foyer pour leur famille. En réalité, tout au long de ce 19e siècle, nous avons une série de guerres civiles qui ont continué à couronner un roi ou autre, mais la ville et ses habitants se tournent déjà vers un autre endroit. Dans ce 19e siècle, le travail du charbon et du métal devient une industrie puissante et nous aurons une société en croissance économique. En 1864, les murs ont été démolis et tout ce qui est aujourd'hui le centre du quartier romantique commence à être construit. Le train arrivera également. Si vous demandez à n'importe quel citoyen de la ville, il vous dira que dans l'histoire de la ville, la reine Maria Cristina a été très importante. Elle passait ses étés ici au palais de Miramar. Nous avons même un pont et un immense hôtel à son nom, Maria Cristina, d'Autriche. Elle a passé plus de 40 ans à passer ici les étés, avec sa belle-fille Victoria Eugenia. Nous avons aussi le premier magasin de Cristóbal Balenciaga. À cette époque-là, on disait que c'était une ville très française. Mais pourquoi cet air français? Que font-elles ici les reines d'Espagne? Si vous avez le temps, vous pouvez visiter Biarritz, juste à côté de Bayonne, capitale du labour. À Biarritz, Napoléon III, dernier empereur de la France, et sa femme Eugenia de Montijo y ont passé les étés. Alors, à cette époque, nous avons ici, juste à côté des empereurs de la France, l'impératrice étant une riche espagnole. Toute la noblesse européenne viendra. Beaucoup de Russes viendront aussi.
C'est pourquoi ils ont une église orthodoxe à côté du palais où ils ont passé l'été. Prétexte parfait pour que toute la royauté espagnole se rapproche de la région. Donc, en cette fin du 19e et début du 20e, nous avons toute la royauté et derrière, tous les gens avec de l'argent d'Europe qui s'approchent de la zone. C'est pourquoi la rue de Saint-Sébastien, ces nouvelles de la fin du 19e, ont été construites très dans le style de Paris, en termes d'urbanisme et d'architecture. Il y aura beaucoup de gens qui appelleront la ville le Petit Paris. Nous avons des bâtiments comme le casino, qui est maintenant la mairie. Maria Cristina viendra à l'inauguration et depuis lors, elle répéterait presque chaque été. Nous avons aussi la cathédrale et derrière elle, l'institut qui est aujourd'hui le Coldo Michelena. Nous avons également l'école des arts et métiers. À nos jours, les bâtiments de la Poste. Mais attends, que se passe-t-il avec cette façade ? Nous sommes dans une ville très française. Eh oui. Et comme à Paris, on s'ennuie déjà des temps de classicisme, des temps de formalisme et des temps de sérieux. À Paris, nous arrivons au modernisme. Il nous faut quelque chose de plus ouvert et dynamique. Il nous faut quelque chose de plus naturel. Et les modernismes nous les donnent sous la forme de feuilles, de fleurs, de vignes. Ils nous les donnent en carrelage et en forme arrondie. Mais aussi, ils nous les donnent un peu de liberté dans le plan visuel. Autour de toute cette histoire de Maria Cristina, la ville veut donner un coup de pouce à l'industrie du tourisme. Eh bien, j'ai dit la ville, mais en fait au début, ce sont les entreprises privées qui soutiennent ce tourisme. Ce seront les casinos, la compagnie ferroviaire ou des hommes d'affaires torrents qui commencent à promouvoir les entreprises dans les premières années. Il ne leur vient pas à l'esprit de promouvoir la plage de la Concha, qui sera plus tard la référence absolue. Aussi dans ces premières affiches, vous pouvez voir le style de Paris dont ils font la promotion à Saint-Sébastien. Il semble qu'il soit sorti de l'atelier de Toulouse-Lautrec. Et nous sommes au XXe siècle. La Grande Guerre va arriver et avec elle, nous accueillerons des immigrants fuyant les zones de conflit au cœur de l'Europe. Une fois la guerre terminée, à Saint-Sébastien, le prochain grand pas en architecture se fera dans l'année 1929. Imaginez que vous avez autant de bâtiments classiques dans la ville et quelques bâtiments modernistes. Et maintenant, je vais vous montrer ces bâtiments. Il s'agit du bâtiment du Club Nautique de 1929. Au début du XXe siècle, toutes les avant-gardes de la peinture qui émergeaient dans le salon de Gertrude Stein arrivèrent à Paris. Vous vous souvenez des Minuits à Paris ? Un peu plus tard, rassemblant les courants qui venaient d'Europe avec des architectes comme Le Corbusier ou Gropius, nous sommes arrivés à des bâtiments dans lesquels l'essentiel est que ça marche. Le classicisme est terminé. Dans cette nouvelle modernité, nous avons déjà une poussée du tourisme sur deux chemins parallèles. D'un côté, nous avons les fêtes et les danses dans les casinos. Et d'autre part, la revendication de ce qui est les nôtres. Par exemple, nous avons la Grande Semaine basque, avec toutes nos traditions en termes de musique ou de sport. Dans les affiches pour promouvoir la ville, vous pouvez aussi voir ces changements de style français plus classique à un style beaucoup plus stylisé et conceptuel. Même ce style que l'on relie davantage aux affiches soviétiques. Pour attirer le tourisme, il y a les courses automobiles, les courses de moto
ou les circuits cyclistes. Dans ces années à Saint-Sébastien, on parle des reines, mais on parle aussi de la République. Le pacte de Saint-Sébastien sera ce qui permettra à la Deuxième République espagnole d'arriver, et à Saint-Sébastien, nous avons déjà une société très hétérogène, avec une royauté installée depuis des années dans la ville, avec beaucoup d'industries et un tourisme croissant. Une bonne partie de ce qui se passe est en espagnol, avec notre propre langue, l'euskera, qui a du mal à survivre. En 1918, l'Académie royale de la langue basque avait déjà été fondée, Euskaltzaindia. Ceci est les bâtiments à Bilbao. Quand la Deuxième République arrivera, nous connaîtrons un bref moment d'épanouissement de la langue. Par exemple, nous aurons le premier livre pour étudier en basque, comme Sabiertxo, ou la première école pour étudier en basque. Et non, nous sommes venus parler des glaces italiens aujourd'hui. Oui, vous n'êtes pas encore venus en ville. Je vais vous donner un plan avec les glaciers du centre. Quelle est selon vous l'activité principale des Donostiarra quand nous ne sommes pas à la Tambourade ou à Santo Tomas? Et oui, c'est de marcher le long de la plage, la glace à la main. D'accord. Voyons ce qui se passe avec les glaces italiens. De quoi avons-nous besoin pour cela? Eh bien, surtout l'essentiel c'est de quelques Italiens. Dans ce riche Saint-Sébastien, touristique, industriel, qui n'a pas subi le passage de la Grande Guerre, ils sont arrivés des familles italiennes pour travailler la construction du train sur la ligne Irún-Madrid. Ce sont eux qui nous ont emmenés ce que deviendra plus tard notre triquitisha, petit accordéon traditionnel, dont vous en aurez marre d'entendre si vous passez à une fête l'été. Après cette grande guerre, nous avons à nouveau l'immigration italienne. Il y a beaucoup d'immigration d'Espagne vers d'autres pays d'Europe ou d'Amérique. Mais les migrants européens circulent également à travers l'Europe, Autriche, Allemagne, sans savoir où rester, et dans ces années 1930, un bon groupe d'Italiens ont fini par penser qu'à Saint-Sébastien, on n'y vit pas mal du tout. Donc, depuis 1929, nous avons fait installer des glaciers des différentes familles italiennes. Franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver des informations précises sur les années et les noms des familles. On dit même que l'un de ces glaciers Donostiarra de 1929 a été ouvert par Giacomina Battintin et Angelo Fui. On dit également qu'un des premiers glaciers italiens, le plus ancien encore ouvert, Arnoldo, a été à Saint-Sébastien depuis 1935. Ainsi, dans ces années-là, avec ces premiers glaciers italiens dans la ville, nous continuons à développer cette industrie touristique. La plage est toujours là, mais le but est que les touristes aient plus d'activités et puissent passer plus de temps et dépenser encore plus d'argent. Donc, nous prenons la programmation estivale et nous allons ajouter de l'activité. L'un des premiers grands festivals encore maintenus est le Festival du cinéma. Le Festival du cinéma et à ses côtés son petit frère, le Festival de jazz. Ensuite, les régates de chalutiers ont eu lieu depuis 1879 et elles deviendront un élément central de l'été. Septembre est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Oteiza, mais cette affiche de régate est un hommage à son travail. Ces sculptures à Aranzazu, abandonnées pendant des années dans le caniveau, parce qu'elles étaient trop modernes pour l'époque.
On voit aussi dans le reste des affiches comment l'esthétique qui donnera un coup de pouce à nos glaces sera les concours de feux d'artifice de 1964. Avec ces concours, la nuit de Saint-Sébastien se transforme. Désormais, comme un rituel, toute la ville se rend à la Concha pour voir les feux d'artifice. Puis va chercher son cornet de glace chez les Italiens. Et oui, les habitants de Bilbao se moquent de nous. Apparemment, ce ne sont pas les fêtes les plus folles du pays. Mais bon, chacun peut s'amuser comme il veut. Je pense vous avoir déjà raconté une bonne partie de ce que je raconte lors de mes visites guidées de la ville ou lorsque je travaille au musée. Le plus compliqué a été de tout mettre en ordre et de pouvoir mettre un terme à l'histoire de la glace. Il me reste quand même un petit au revoir en retournant à Oteiza. Mais pour le moment, je pense que j'ai mérité une glace, n'est-ce pas? En fait, il y en aura 3. Après tant d'histoires, voici ma recommandation pour les top 3 des glaces de Saint-Sébastien. Je ne dis pas les glaciers, je dis glace car dans chacun j'ai mon préféré. Je commence par les derniers à ouvrir. Pozzetti, au quartier des Roches. Les glaces sont merveilleuses. Elles se vantent d'être très naturelles et avec un minimum de sucre. Le plus drôle, c'est de voir Borja parler avec amour de chacune des saveurs. Mon choix ici, coco. Je n'expliquerai pas plus. Il faut l'essayer. La prochaine visite sera à Carlos Arribas, dans la vieille ville. Quand je vous dis que cette tradition glacée rejoint la haute cuisine du coin, je ne plaisante pas. Ici, vous pouvez suivre les cours. La technologie de la glace artisanale. Je suis venu ici pendant des années pour la noix de coco, jusqu'à ce que la texture du Pozzetti me conquiert. Maintenant, je viens chercher ma mangue passion, la mangue onctueuse et savoureuse qui vous fait récupérer du voyage lysergique, du fruit de la passion. Et je termine avec les plus vieux glaciers de la ville, Arnoldo. Je vous ai déjà dit que je suis intolérant au lactose. Pas de soucis. Passons au plus intense, avec du lait de riz et des pépites. Soyez les bienvenus au paradis. Ici, Arnoldo. Chocolat noir. Et bon les amis, j'ai dit au revoir pour aujourd'hui. À côté de la sculpture d'Oteiza. J'aime l'art et la culture. J'aime découvrir les traditions locales lorsque j'ai l'occasion de parcourir le monde. Et quand vous viendrez ici, j'aurai le grand plaisir de vous raconter ce que nous avons à Saint-Sébastien. Je vous laisse les liens au cas où vous viendrez et souhaiteriez réserver une visite guidée. Je vous remercie également infiniment pour les abonnements et la cloche à la chaîne, les likes, les commentaires, les bons plans ou les parrainages. Ici, dans ces coins de la nouvelle promenade, Oteiza nous propose sa construction vide. C'est là que la mer intérieure, la baie de la Concha, rencontre la mer extérieure, la mer Cantabrique, qui nous lance vers le monde. Dans ce petit coin et grâce à Oteiza, nous avons l'opportunité d'explorer qui nous sommes, quelle est notre maison et où nous voulons naviguer.